Et l'autre élément, c'est que très certainement, on reprendra nos travaux alors de manière plus habituelle. Et donc ça, vous en saurez plus après le bureau élargi de vendredi prochain. Mais donc voilà, la manière dont on va procéder, vous commencez à le connaître, c'est pas la première fois. Donc chaque groupe politique dispose de 5 minutes pour son intervention, donc contextualiser surtout en fait les questions que vous avez envoyées il y a 2 jours au collège. Euh, donc après, il y aura chaque membre du collège aura 10 minutes. Vous savez bien que j'essaie quand même parfois d'aller au-delà des 10 minutes pour que vous puissiez avoir bien toutes les réponses à vos questions de la part du collège. Généralement, j'interviens plutôt vers 15 minutes que 10. Et voilà. Et puis alors, vous aurez encore une réplique par groupe politique de 3 minutes. Et alors, encore une possibilité d'une réponse, si nécessaire, par le collège d'un gros quart d'heure. Voilà. Je vous demanderai aussi de bien éteindre vos micros pour qu'on puisse bien entendre chaque personne qui intervient. Euh, et si pour vous tout est OK, je vous propose alors de commencer et de commencer par le premier groupe politique, le groupe MR, par Monsieur Van Goghenov, et puis il y aura Monsieur Sievetsman, et vous avez l'habitude aussi, je minute évidemment vos interventions, et au bout de 4 minutes, il y a une sonnerie pour vous signaler que vous n'avez plus qu'une seule minute. Voilà. Et donc, Monsieur Van Goghenov, je vais vous passer la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vais d'abord adresser mes questions à Madame la Vice-Présidente. Tout d'abord, concernant la suspension de délai, dans le cadre du déconfinement progressif, pourriez-vous faire le point sur ce qui est mis en œuvre pour reprendre le cours des appels à projets les plus importants? Ensuite, de manière générale, une prolongation de l'arrêt sur la suspension des délais est-elle encore à l'ordre du jour, ou l'amélioration sanitaire que nous connaissons actuellement dans notre pays plaide-t-elle pour un progressif retour à la normale? Je souhaiterais également aborder avec vous un dossier qui m'apparaît important, à savoir la question de la généralisation du télétravail à moyen et long terme au sein du service public francophone bruxellois. Cette crise sanitaire sans précédent a probablement permis de lever certains tabous et de rendre possible certains modes de travail au sein des entreprises comme au sein des administrations qui n'apparaissait pas faisable il y a seulement quelques mois. Au niveau de la région bruxelloise, le gouvernement entend d'ailleurs rendre structurelles les possibilités de télétravail au-delà de la crise que nous vivons. Ainsi, Madame la Vice-présidente, j'ai quelques questions à ce sujet. Quelles sont les initiatives prises par le Collège pour tenter de rendre structurel ce mode de travail au sein du service public francophone bruxellois? Des discussions avec les organisations syndicales ont-elles déjà eu lieu sur cette question? La mise en œuvre opérationnelle de ce type de fonctionnement exige certains investissements tant matériels que financiers, logiciels de visioconférence, ordinateurs portables avec caméra, écran, chaises de bureau, etc. Une réflexion budgétaire a-t-elle déjà été entamée à ce propos? Des modifications statutaires et contractuelles devraient-elles avoir lieu pour procéder à la généralisation du télétravail sur un plus long terme? Ensuite, j'en viens aux questions pour Monsieur Vervoort. Le 18 mai dernier, la réouverture progressive des écoles a débuté. Dans ce cadre, Monsieur le ministre, j'aurais souhaité faire le point sur la situation des établissements d'enseignement secondaire et supérieur de la COCOF. Pourriez-vous nous faire état des chiffres de fréquentation des différents établissements au cours des 2 dernières semaines de déconfinement? Au niveau du matériel de protection, pouvez-vous nous confirmer que l'ensemble du corps enseignant et des élèves ont pu bénéficier des équipements nécessaires jusqu'à présent? De nouveaux équipements devront-ils encore être distribués à l'avenir? Pourriez-vous faire le point sur la disponibilité des locaux pour l'accueil des élèves dans le respect des mesures de distanciation sociale? Au niveau de la lutte contre le décrochage scolaire, vous nous aviez annoncé que plusieurs instituts de la COCOF allaient organiser des séances de remédiation. Pourriez-vous faire le point sur la mise en place de cette nouvelle organisation? Le ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le vice-président, a récemment déclaré que nos écoles souffraient d'un grave retard en matière d'usage numérique. Ainsi, la crise sanitaire a malheureusement démontré que l'accompagnement pédagogique pendant cette période était très compliqué. Partagez-vous ce constat? Des initiatives propres à la COCOV visant à développer une offre scolaire numérique renforcée sont-elles à l'étude? Enfin, en ce qui concerne le secteur culturel, je souhaiterais faire le point sur les dernières avancées concernant l'agenda
de sortie du confinement. Pourriez-vous faire le point sur la réouverture des musées et institutions culturelles qui dépendent de la COCOF? Des problématiques particulières ont-elles été relevées? Le collège de la COCOF ayant décidé d'apporter une aide maximale de 1 500 euros pour tous les travailleurs intermittents de la culture et qui seraient affectés par cette crise, j'aurais souhaité savoir comment évolue la gestion de cette aide. Le fonds de 5 millions d'euros sera-t-il bien géré par les commissions paritaires des secteurs concernés et selon quelles modalités? Je vous remercie pour vos réponses. Oui, Monsieur Westman, vous avez la parole et vous avez à peine plus d'une minute. Je préfère vous le prévenir. Madame la Présidente, Oui, je vous entends. ça va être compliqué parce que c'est en pages, mais je vais essayer de les résumer. Donc, c'est assez opérationnel. Monsieur Vervoort, le 15 mai, non, pardon, lorsqu'on s'est rencontré le 15 mai, vous évoquiez une circulaire, notamment pour le retour à la maison durant le week-end dans les centres d'hébergement qui devait sortir le 18 mai. Donc, je n'ai pas vu cette circulaire. Je sais qu'il y a eu un accord avec la coupole, mais est-ce que vous pouvez m'éclairer sur l'organisation de ces retours? Les centres de jour, alors je sais très bien que vous allez nous dire que on ne pouvait pas les tester, en tout cas selon la nouvelle politique, mais on vous demande vraiment, c'est pas possible de faire un effort, comme le demandent les parents, pour un testing dans les centres de jour. Les centres d'accompagnement, en fait, la situation est un peu compliquée parce qu'il y a eu différents allers-retours, notamment avec Risquer. Ils voulaient, les gens que j'ai rencontrés, faire l'achat du matériel, finalement, ils n'ont pas pu le faire. Bref, en conclusion, ils ouvrent mardi et ils n'ont toujours pas le matériel nécessaire. Est-ce qu'on peut faire un petit topo sur la situation des travailleuses et travailleurs du sexe? Il y a eu des engagements qui avaient été pris le 29 avril et est-ce que maintenant il y a des aides concrètes financières? Je reviens systématiquement, Monsieur Marron, sur les jeunes aidants proches, sur les aidants proches. Concrètement, s'il y a un soutien psychosocial renforcé, je pense que tous les aidants proches nous disent qu'ils sont en manque de répit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir les aider? Et enfin, Madame la Présidente, alors je conclus. Je voulais d'abord féliciter tout le monde pour ce qui a été les initiatives qui ont été menées dans le cadre de la lutte contre les violences intrafamiliales, mais entre les initiatives du CPAS, communes, COCOF, pharmacie, police, assistants sociaux, comment est-ce qu'on peut un peu avoir une vision claire sur l'opérationnalisation sur le terrain? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Westman. On va passer la parole maintenant au PS. Et c'est Madame Chabert qui va prendre la parole. Oui, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez? Parfait. Oui, pardon. Donc, je voudrais commencer sur le volet social santé. Monsieur Marron, vous nous indiquiez que les appels au numéro vert urgence sociale avaient augmenté et concernaient principalement les besoins financiers, le manque de logement et l'aide alimentaire. Il est important pour nous de pouvoir suivre l'évolution des besoins des Bruxellois et des Bruxelloises, d'où ma question. Sachant que vous recevez un rapport régulier, quelles sont les nouvelles demandes et qu'est-il ressorti de la task force urgence sociale? Et puis encore sur les questions de santé mentale. Je sais qu'on en a beaucoup parlé hier, mais vous avez aussi pas mal de leviers en COCOF, d'où mes questions. Vous nous annonciez la mise en place d'une campagne sur la santé mentale, une campagne grand public. J'aimerais en savoir plus. Comment va-t-elle se mettre en place? Quelle méthodologie? Quel timing? Via quels canaux? Comme je le disais hier, la santé mentale devra selon nous être une priorité parmi les priorités. Sur le volet handicap, cette fois-ci, Monsieur Vervoort, vous nous avez souligné l'importance de l'ouverture du centre de répit intermède le 25 avril dernier pour l'accueil d'urgence des personnes en situation de grande dépendance. On le sait, c'était une demande des familles et des associations. Le centre permet des séjours plus courts que les 15 jours et, à ma connaissance, 4 personnes sont accueillies actuellement, d'où mes questions. L'organisation a-t-elle changé pour les courts séjours? Comment répondez-vous à l'augmentation de la demande de répit en ces moments difficiles pour les parents? Et comment s'est organisé le retour à l'école dans le spécialisé, dont on sait que les mesures sont plus difficiles à appliquer en confinement? Quelle sera la prochaine étape? Comment sera-t-elle mise en place? Combien d'élèves ont repris le chemin de l'école? Et enfin, pouvez-vous faire le point sur le transport scolaire et sur sa réorganisation dans la reprise progressive des cours? Je voudrais parler du volet culture maintenant, Monsieur le Ministre, et l'appel sans précédent des acteurs de la culture a quand même été entendu. Votre gouvernement et celui de la COCOF ont notamment engagé plus de 8 millions pour le secteur de la culture et de la création, spécialement vers les organisations bruxelloises non lucratives et les travailleurs intermittents, on en a parlé, qui n'ont pu jusqu'à présent prétendre à une aide. Alors mon groupe et moi vous félicitons pour ce soutien à un secteur en grande difficulté et que nous considérons comme prioritaire.
et puis qui vient compléter les mesures décidées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est évidemment principalement compétente en la matière. D'où mes questions sur la mise en œuvre de ces mesures, autant celles de la Fédération Wallonie-Bruxelles que de la COCOF. En qualité de ministre-président, vous avez pu participer à la CIM Culture. Pouvez-vous nous dire si les discussions au sein de cette CIM, suite à la rencontre aussi entre la Première ministre et le secteur culturel, est-ce que ces discussions ont débouché sur des pistes concrètes d'action à l'échelle nationale, mais surtout à Bruxelles, et lesquelles, le cas échéant? Qu'en est-il de la mise en œuvre des mesures décidées au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Et à Bruxelles, comment les mesures spécifiques de relance et de redéploiement vont-elles soutenir le secteur culturel en grand besoin, mais selon nous, à fort potentiel en création de richesses? Enfin, pour conclure sur la question de la formation professionnelle, M. Clairfailly, je lisais dans Le Soir du week-end dernier tout un dossier sur ce que pourraient être les maisons de repos de demain. Alors l'article est assez optimiste car il les imagine plus humaines. Mon groupe et moi-même ne demandons pas autre chose évidemment, et le drame des maisons de repos d'aujourd'hui, outre la crise qui est, je l'espère, passagère, tient en grande partie à leur caractère déshumanisé. Souvent, on le sait, ce sont des grands groupes privés qui réduisent le temps de prise en charge des résidents. Et puis surtout, ces groupes n'investissent pas ou très très peu dans la formation du personnel. Or, la formation professionnelle des demandeurs d'emploi ou des personnes souhaitant se réorienter professionnellement est centrale. Et on sait que le métier d'aide familiale et d'aide soignante va devenir de plus en plus nécessaire dans un avenir proche, notamment avec le vieillissement de la population. D'où ma question. Je voudrais savoir où en est votre réflexion en matière de formation professionnelle dans ces secteurs très précis. Quel lien vous faites avec l'enseignement de promotion sociale? Et enfin, pour vraiment conclure cette fois-ci, je ne développerai pas le champ de l'aide aux familles, ni celui spécifique aux violences intrafamiliales par manque de temps, mais vous avez reçu nos questions. Juste dire quand même ici à l'ensemble du gouvernement que cette question ne peut pas être reléguée au second plan. La crise a révélé l'ampleur de la situation dénoncée par des mouvements de femmes depuis des années, et il serait incompréhensible que la réponse politique ne soit pas à la hauteur. Femmes victimes de violences, femmes en première ligne dans une crise sans précédent, femmes discriminées dans l'emploi, femmes seules avec des enfants, femmes âgées isolées, femmes plus appauvries que les autres. Dans toutes les mesures que vous prendrez, nous comptons sur vous pour qu'elles soient au centre de vos priorités pour maintenir dans la gestion pour maintenant dans la gestion de crise, mais surtout pour après. Je vous remercie, mesdames les ministres, pour vos réponses. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole alors au groupe écolo. On va commencer par M. Moussine et puis on passera la parole à M. Suarez. Donc d'abord M. Moussine. Je vous remercie, Madame la Présidente. Donc, je vais aborder la question d'abord du handicap. Ma première question est donc de savoir qu'est-ce qui est mis en œuvre de manière très concrète pour soutenir les aidants proches. On a vu des actions de certaines associations. Est-ce que le son est bon, Madame la Présidente? Ça va, un peu, mais Ah, j'avais fait un... à un moment donné. Je suis désolé, on avait fait un test, mais je vais essayer de parler plus fort. Voilà. Donc, je disais, nous souhaitons savoir ce qui est mis en place pour soutenir les aidants proches qui ont encore actuellement un proche en situation de handicap et de grande dépendance. Est-ce qu'une attention particulière est faite aux familles monoparentales? On sait que pour ces familles-là, c'est encore plus difficile. Pourriez-vous nous faire savoir comment est assurée la prise en charge thérapeutique pour les enfants qui ne se rendront pas à l'école? On sait qu'une série de choses est faite par téléconférence, mais il y a des limites. Aujourd'hui, on arrive quand même à plusieurs mois de confinement et donc on voudrait savoir, dans le cadre du déconfinement, qu'est-ce qui est mis en œuvre. On voudrait avoir aussi un état des lieux concernant le matériel de protection. On pense que dans le cadre du déconfinement, il est important que la fourniture de matériel continue et donc on voudrait savoir en termes de matériel ce qui risquait fournis en masques chirurgicaux, gants, Charlotte, blouse, etc. Avoir un état des lieux des testings dans les centres d'hébergement. À la date du 15 mai, il nous avait été dit que les tests étaient plutôt positifs. Moussine, on me dit que si vous écartez un petit peu le micro de votre bouche, ça devrait aller mieux. Essayez un peu. C'est mieux. Non. Non. Continuez alors. Je suis vraiment désolé. Que pour 29 centres, 4 résidents et 4 travailleurs étaient positifs.
Je souhaiterais savoir donc si de nouvelles personnes ont été testées depuis le 15 mai et si on a de nouveaux résultats, donc s'il y a des tests qui continuent à être faits. Concernant les centres de jour et les services d'accompagnement, effectivement, il y a eu un changement de politique sur le testing. Je voudrais savoir si des tests avaient été faits, s'il y avait eu des résultats. Je voudrais savoir également comment se déroule le retour en centre d'hébergement pour les personnes qui étaient restées confinées à domicile. Est-ce qu'il y a un retour? Alors, concernant le centre de répit internet qui accueille 4 personnes, ma question, c'est de savoir d'abord, est-ce que ces 4 personnes correspondent aux besoins et aux demandes? Est-ce qu'il y a des listes d'attente? Et si des modifications de durée ont permis d'accueillir plus de personnes? Bien, est-ce qu'on reste toujours avec 4 personnes? Donc, avoir un peu un topo là-dessus. Pourriez-vous me confirmer que tous les centres d'hébergement organisent des visites, puisque c'était facultatif? Et puis, je voudrais terminer par les centres de planning familial. Il y avait un baisse de fréquentation très important. Je voudrais savoir, si les consultations ont augmenté et quelles sont les demandes des personnes qui viennent. Comment ça a évolué? Si les demandes sont différentes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que certains se sont inquiétés que vous vous transformiez en R2D2, mais ça va. On vous a entendu en tout cas. On a entendu tout ce que vous avez dit. On va passer maintenant la parole à Monsieur Suarez. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tout le monde, je vais être assez bref. Nous aimerions donc avoir un topo, une mise à jour sur la première phase de ce retour à l'école. Toutes les écoles sous la tutelle de la COCOF ont-elles rouvert? Quel est le bilan présentiel des élèves? Quelles sont les difficultés rencontrées par les écoles et quel suivi et quel soutien ont été apportés par le pouvoir organisateur en fonction des difficultés rencontrées par les écoles? Et nous aimerions quand même avoir le regard politique que le ministre porte sur cette rentrée dans la mesure où, nous l'avions dit lors de la séance précédente, il y a beaucoup d'inquiétudes au sein du corps enseignant, mais aussi auprès des parents. Est-ce qu'il y a une réflexion pour pouvoir rassurer tous les acteurs de l'éducation par rapport aux différentes étapes qui ont été encore annoncées lors des dernières mesures prises par le Conseil national de sécurité et qui se sont traduites dans la circulaire de la ministre Désir? Merci. Merci beaucoup. Pour le groupe PTB, je pense que Madame Koplevich vais intervenir, mais je ne sais pas, je pense qu'elle n'est pas présente. Est-ce que… C'est moi qui vais intervenir si possible, Madame la Présidente. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Voilà, j'espère que ma connexion est meilleure que celle d'Ahmed. C'est difficile de voir si c'est mieux de parler avec ou sans micro. Donc voilà, je vais intervenir. Cette fois-ci, donc, on n'a pas remis de questions précises avec mon groupe, mais on pense que c'est important d'intervenir et de faire un petit peu de méta, de replacer la COCOF et notre travail dans un cadre plus large. Je pense que c'est assez rare en COCOF et avec ce qui nous est tombé dessus, vous conviendrez que ça semble adapté. Je pense que la COCOF est révélatrice de la situation générale, avec des besoins gigantesques sur le terrain, des moyens qui ne sont pas à la hauteur. Bon, ce n'est pas un scoop, on l'a déjà dit. On pense que la COCOF devrait avoir un rôle très important dans la gestion de cette crise, puisqu'elle vient en soutien aux publics les plus fragilisés, hein, ça a été dit souvent, je ne vais pas le répéter ici. On parle ici de drames économiques et humains dans le secteur multiple, que ce soit au niveau culturel, les artistes, l'augmentation des inégalités, les discriminations qui explosent. Voilà, on parlait d'LGBT+, il n'y a pas longtemps, la violence faite aux femmes. Vous parliez, je pense, Madame Tract, x3 par rapport aux appels pendant la crise, le secteur du handicap, le sport, enfin bref. Des secteurs qui, avant le Covid, avaient déjà du mal à émerger la tête hors de l'eau. Et force est de constater maintenant qu'avec ce qui se passe, c'est encore pire et que ces besoins, littéralement, explosent. Voilà, ça, je ne vous apprends rien. Avec des moyens dégagés très limités, en plus avec le morcellement qui ne simplifie pas les choses, vous êtes d'accord avec moi, on ne va pas y arriver. Hein, contre l'éparpillement, il faudrait plutôt une concentration des moyens dans une approche transversale. Alors j'entends beaucoup parler
certains de mes collègues, et ça me fait plaisir, du monde d'après, hein, qui ne sera plus jamais comme avant, qui devrait être solidaire, vert, résilient, etc. On est d'accord, hein, je ne doute pas de leur engagement, de la sincérité de certains qui font le maximum, mais enfin bref, qui restent quand même coincés dans un cercle de pensée libéral où on dit, ben oui, finalement, on va devoir faire des choix, vous savez, on a déjà beaucoup investi. On reste dans ce marécage qui nous coupe bras et jambes et qui vous empêcheront, je m'adresse au collège, d'être à la hauteur de vos déclarations. Tout le monde ici le sait. Alors, mais je reste optimiste, hein, je suis un indécrottable optimiste, je pense que cette situation, on peut la changer, que ce n'est pas une fatalité, que c'est la conséquence d'une logique libérale, excluante, concurrentielle, néolibérale même, hein, donc qui a ce dogme qui a gagné la bataille des idées depuis 30-40 ans, dans laquelle tous on patauge d'une façon ou d'une autre. Mais bonne nouvelle, il n'y a jamais eu autant de richesses produites. Hein. Vous savez qu'il y a des secteurs comme les firmes pharmaceutiques, le GAFA, le secteur de l'armement, la grande distribution qui se sont encore plus enrichis. Et donc cette accumulation formidable de capital qui devient totalement indécente et immorale, voilà, nous on l'a dit, on va le répéter, on va le marteler, on ne va pas lâcher le morceau. C'est la question fondamentale pour les années et les décennies à venir. Peu importe le niveau de pouvoir, mais ici en COCOF plus qu'ailleurs, puisqu'ici on est là en train de se partager des cacahuètes. Donc c'est la question, ok, comment faire de la politique? Si on veut faire de la politique au sens noble, hein, donc réfléchir un peu à la société humaine qu'on veut laisser à nos enfants, ben, cette question de où est-ce qu'on va chercher les moyens est plus que jamais fondamentale. Donc est-ce que vous voulez rester dans l'histoire comme des bons petits gestionnaires du capitalisme finissant, ou est-ce que vous voulez être à la hauteur des événements? Voilà, donc par rapport à la COCOF, c'est clair que les modes de financement actuels par projet, hein, sont insuffisants et engendrent gaspillage et concurrence inutile. Le bénévolat et la débrouille, c'est sympa, mais ça ne suffit pas en période de crise. Pour illustrer ce que je dis, pour vous dire que ce n'est pas juste un discours comme ça méta, on a reçu récemment, donc c'était avant la crise, c'était dans une autre vie, hein, lors de jeudi de l'hémicycle, le secteur des jeunes qui s'occupe des jeunes en errance. Hein, donc beaucoup de députés étaient bouleversés par ce qu'ils avaient entendu. C'était très très difficile, on l'a vu déjà avant la crise du corona. On est en train de faire le suivi dans le cadre des commissions COCOF et on voit que tout s'est aggravé, évidemment. On parle de jeunes qui étaient déjà tout en bas de l'échelle et qui ont des besoins qui explosent. Et c'est clair et net qu'à l'avenir, leur suivi sera de plus en plus complexe, il y aura de plus en plus de jeunes en errance, comme conséquence du système et des services de plus en plus saturés. Voilà. En gros, si on ne sort pas de ce cadre-là, chers collègues, on ne va juste pas y arriver. Ce n'est pas la dernière fois que je vais vous dire ça. Alors, donc, on espère que les lignes vont bouger et on pense que rien ne peut arrêter des idées dont le temps est venu, comme la question d'aller chercher l'argent là où il se trouve. Alors, j'ai une ou deux, rapidement, questions plus précises par rapport à la promotion de la santé et au testing. Donc, j'étais très inquiet d'entendre M. Marron dire qu'il n'y aurait pas de second tour généralisé de tests en maison de repos et qu'on allait continuer à tester sur base de syndromes éventuels, comme si la crise était maintenant derrière nous. J'ai lu encore hier l'avis d'Emmanuel André, hein, que vous connaissez tous, qui est devenu une superstar, qui rappelait que le testing est un outil essentiel et prioritaire du déconfinement. Et que, disait-il, tester plus, c'est entrer dans une logique de prévention. Ça tombe bien, la prévention, c'est une compétence COCOF. Monsieur Belinsky, il va falloir s'arrêter tout de suite. Au plus on teste, au plus on prévient les infections. Et donc, je termine sur cette phrase, Madame la Présidente. On a les moyens d'aller dans cette direction. C'est une question de choix politique. Merci, chers collègues. On a un monde à changer. Merci beaucoup. Pour le groupe Défi, il y a Madame Nagy et il y a Madame Bomelli qui vont prendre la parole. Madame Nagy. Madame Nagy prendra 3 minutes. Donc, si vous pouvez me signaler après 3 minutes. Okay, alors 3 minutes. Parce que comme vous voyez, hein, j'essaie de faire ça le plus juste. Voilà. 3 minutes. Voilà, il est mis. Donc, avant le grand soir de mon prédécesseur, il y aura sans doute le monde d'après qui s'annonce de toute manière, puisque petit à petit, nous sortons de la première phase de cette crise du Covid, la partie sanitaire, et il restera évidemment la partie sociale, réorganisation du travail, etc. Et donc, dans ce sens, je souhaitais demander à Madame la ministre-présidente si effectivement il y avait une évaluation du recours au télétravail et si on avait déjà procédé à une réflexion sur comment le travail pourra s'organiser à l'avenir en intégrant de manière
peut-être plus étendue cette dimension particulière qui est celle du télétravail, puisque nous venons d'assister à un test grandeur nature incroyable, et donc peut-être que le monde d'après, réduisant les trajets, améliorant un peu les rapports au travail, intégrera cette question du télétravail. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion pour l'administration et en cette matière? Alors, je voulais aussi revenir sur une question à laquelle je n'ai pas encore eu vraiment de réponse ferme. C'est, voilà, il y a la réquisition d'hôtels, notamment pour les femmes et les familles victimes de violences. J'ai appris hier qu'effectivement, on allait prolonger au-delà du 30 juin ce dispositif, mais la question qui se pose en tout particulier pour les femmes qui sont hébergées à l'hôtel qui a été réquisitionné, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'un logement sera assuré à ces familles? Parce que, comme je le dis, est-ce qu'on n'imagine pas qu'elles vont retourner chez leur bourreau, chez leur mari ou compagnon violent? Donc, est-ce que vous pouvez me donner une réponse sur la question de la réponse structurelle de relogement des femmes victimes de violences qui ont été hébergées? Pouvez-vous également me faire un peu le point sur le retour des politiques de promotion de la santé, dépistage du cancer colorectal et du cancer du sein? Également en matière de planning familial, donc il y avait une hausse importante, une baisse importante, pardon, du recours au planning. Est-ce que la situation s'est normalisée? Est-ce qu'il y a des situations particulières qui remontent sur la situation des femmes, notamment concernant la contraception? Puisqu'on entend que celle-ci a été difficile pendant cette période. Sur les aidants proches, est-ce que la COCOF a apporté ou envisage d'apporter une aide spécifique aux aidants proches dont la tâche est devenue encore plus difficile durant la crise actuelle? Et est-ce que les services de répit ont pu ouvrir leurs portes pour les soulager? Alors, sur la question du handicap, est-ce que, comme ça... 3 minutes. Oui, je termine. Comme cela a été le cas dans l'émission de repos, est-ce qu'un plan d'urgence est prévu pour les centres d'accueil? Et est-ce que les activités des ETA a repris? Merci. Voilà, et maintenant, Madame Bomelé. Merci, Madame la Présidente. Voilà, je vais faire vite. Mes questions s'adressent à Monsieur Alain Marron, Monsieur le Ministre. Pour l'aide sociale, pourriez-vous nous communiquer les dernières statistiques relatives au nombre de personnes ayant appelé le numéro bruxellois d'urgence sociale géré par la Fédération des services sociaux? Quelles sont les principales préoccupations justement exprimées par les Bruxellois ayant appelé le numéro d'urgence sociale? En ce qui concerne la santé mentale, je voudrais savoir si vous pourriez nous indiquer le nombre de personnes qui ont appelé la ligne d'écoute offrant un soutien psychologique aux résidents des maisons de repos et à leurs proches. Et je voudrais aussi savoir quels sont les derniers chiffres relatifs à l'utilisation de la ligne d'écoute senior réservée aux personnes âgées qui continuent de vivre dans leur domicile, et les responsables de ce dispositif ont-ils observé une augmentation significative? Voilà ce que j'aimerais aussi bien savoir. Je voudrais passer vite fait aussi pour les primo-arrivants. Qui des activités des bureaux d'accueil pour les primo-arrivants? Les BAPA bruxellois francophones ont-ils recours à des méthodes d'enseignement à distance, présentation, podcasté, support de cours en ligne, afin de permettre aux primo-arrivants de poursuivre leurs différentes formations, comme telles les formations sur les droits et devoirs, formations sur la citoyenneté? Si les ordinateurs ont été prêtés aux nouveaux arrivants, j'aimerais bien savoir aussi. Et pour les BAPA subsidiés par la COCOF, ont-ils déjà fixé la date à partir de laquelle ils pourront à nouveau dispenser des formations en présentiel? Je veux aussi savoir si, d'après les informations dont vous disposez, les formateurs des bureaux d'accueil ont-ils remarqué que certains primo-arrivants avaient décidé d'abandonner leur parcours d'accueil durant la période de confinement, excusez-moi, et dans l'affirmative, les responsables des BAPA sont-ils en mesure de nous fournir une estimation approximative du nombre de primo-arrivants ayant cessé de suivre leur parcours d'intégration au cours des 2 derniers mois? Voilà, bon, écoutez, aussi quelques questions par rapport à la lutte contre le surendettement, si vous avez un bilan par rapport à ça. Comme je n'ai pas vraiment le temps de développer le sujet, je vous remercie. Merci beaucoup. On va passer la parole maintenant au groupe CDH. Il y aura Monsieur De Buckelaar et puis Madame Lefranc, je crois. Monsieur De Buckelaar?
Voilà, non, je vais prendre la parole tout seul aujourd'hui. Pas de problème. Chers collègues, la Belgique se déconfine lentement mais sûrement et on commence à voir les traces de cette période inédite. Les traces économiques, bien sûr, les traces de changement de comportement, de changement de mentalité et de paradigme, on en a parlé. On ose penser l'avenir autrement et c'est tant mieux. Et puis il y a les traces moins visibles, mais révélatrices d'une grande fragilité causée par la crise. Ce sont les traces d'une santé mentale globale qui s'aggrave. Alors on ne le voit pas encore, quelques articles par-ci par-là, quelques témoignages de proches ou de professionnels du secteur social. Mais la trame de fond est là. Beaucoup d'entre nous sortent de ce confinement avec une grande fébrilité, avec de nouvelles peurs, en termes de relations humaines et de confiance, des manques qui laisseront des traces durables chez les personnes les plus fragiles. Et si nous avons eu un échec collectif, c'est d'avoir peut-être un peu oublié, face à ce virus inattendu, qu'une règle ne peut pas valoir pour tous. On n'a pas suffisamment adapté les règles de confinement aux besoins particuliers de certains citoyens. Je pense à nos aînés, je pense à nos enfants, et je pense particulièrement dans cette assemblée aux citoyens porteurs de handicap. Besoin de repères, besoin de répit, besoin de confiance, besoin de contact physique, besoin d'information, besoins au fond très divers selon le handicap et la situation sociale et familiale de chaque enfant et de chaque adulte en situation de handicap. Besoins finalement pas tellement difficiles à rencontrer parfois. Et c'est dans cet esprit que nous avons posé une série de questions que je ne vais pas répéter ici, mais auxquelles je voudrais ajouter, c'est à l'attention du collège. On me dit que les centres de jour ne se remplissent pas. Est-ce que vous avez les chiffres? Savez-vous pourquoi? Est-ce par capacité de garder les personnes en famille? Alors c'est tant mieux bien sûr, mais il semblerait que les parents aient des peurs de remettre les enfants et les familles aient des peurs de remettre les personnes en situation de handicap en centre collectif. Pourquoi? Est-ce par manque de testing? Peur parce que la famille estime que les mesures de protection seraient insuffisantes? Ou bien parce que certains centres travaillent en sous-effectif? Alors, évidemment, les centres sont en contact avec les familles, mais je pense que la COCOF a un vrai rôle à jouer pour appeler les centres de jour un à un, ça ne prend pas des heures, pour voir quelle est la situation et puis appeler les familles des bénéficiaires qui ne sont pas là et sonder avec eux ce qui se passe. De même que certaines communes l'ont fait avec les femmes victimes de violences ou les seniors isolés. Peut-être y a-t-il des familles en danger ou en grande souffrance avec qui il faudrait instaurer le dialogue pour comprendre ce qui est à l'œuvre. Et puis, il y a la question des visites dans les centres, réglée par la circulaire du 21 avril. Depuis, les règles pour les citoyens étaient assouplies par le Conseil national de sécurité, mais pour les visiteurs des centres, elles sont toujours extrêmement restrictives, entraînant beaucoup de souffrance pour les familles et les personnes porteuses de handicap. Alors, quelles améliorations pouvez-vous proposer à ce niveau-là? Et puis, j'en viens à la culture, parce qu'il y a des métiers aussi qui ont des besoins particuliers. La culture a un fonctionnement particulier avec des jobs précaires, des espaces à entretenir, une proximité physique inéluctable, un timing particulier entre les périodes de création et les périodes de représentation. Et il va bien falloir qu'un vrai mea culpa soit exprimé envers le secteur culturel pour le peu de considération que les décideurs politiques ont eu dans un premier temps envers tous les acteurs de ce secteur. Aujourd'hui, la tentative de redresser la barre est évidemment louable. Des aides sont annoncées, 1 500 € pour les travailleurs, 2 000 € pour les organisations. C'est déjà ça, mais en réalité, vous le savez aussi, c'est peu pour survivre. Comment allez-vous vous assurer que tous les métiers soient bien concernés par ces aides, du booker à l'artiste en passant par le vendeur de billets ou encore le monteur? Et puis la rouverture va aussi être particulière dans le secteur culturel, puisque tout commencera par la reprogrammation des événements qui avaient dû être annulés. Cela ne représentera donc pas de rentrée financière pendant cette période. Et puis, il faudra recommencer à créer avant de pouvoir voir le bout du tunnel. Le chemin est donc encore long. Enfin, il y a la distanciation sociale qui fait qu'une même salle générera parfois 2 ou 3 fois moins de revenus demain qu'hier. Les questions que nous avons donc introduites vont dans le sens, outre l'urgence, la COCOF doit anticiper la suite. Il faut un agenda de sortie de confinement précis pour la culture et l'événementiel, c'est essentiel. Et évidemment, des mesures d'aide et d'accompagnement sur le plus long terme pour le secteur culturel. Voilà, toutes nos questions ont été transmises par écrit. J'attends donc avec beaucoup d'attention les réponses que vous pourrez apporter à tous ces points. Merci beaucoup. Il
poil dans les 5 minutes. Alors, je vais passer Les la questions que parole. vous posez, c'est les questions que vous posez oralement. Non, on a dit qu'on pouvait contextualiser. On se doutait que en 5 minutes, parfois, il y a des questions qui sont compliquées. Et donc, le bureau élargi a décidé que c'était pas grave si toutes les questions n'étaient pas vraiment posées, celles qui avaient été transmises. Que l'idée, c'était de contextualiser en 5 minutes, reprendre la plupart des questions, mais quand même les contextualiser parce que c'était ça surtout qui était important, que vous aviez déjà préparé de votre côté les réponses et que donc vous pouviez faire une réponse. Voilà, avec ce que vous avez reçu par écrit. Contextualiser. Voilà. Je vais donc passer la parole au collège avec d'abord Madame Tract, puis Monsieur Vervoort qui répondra pour ses questions ainsi que pour celles de Madame Benamou, puis Monsieur Marron et puis Monsieur Claire-Fanny. Voilà. Donc on commence par Madame Tract. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je voudrais, au début de chacune de mes réponses, réinsister sur l'engagement du collège, mais aussi de l'administration et de l'ensemble des secteurs pour répondre aux besoins de la population, en particulier de la population la plus fragilisée, et ceci à travers toutes les missions de la COCOF, et plus encore dans cette situation de pandémie qui témoigne à nouveau de l'importance des déterminants de la santé et donc de l'importance des différentes compétences et des différents secteurs et associations qui rendent les services que la COCOF propose aux Bruxelloises et aux Bruxellois. Je voudrais vraiment saluer le travail extraordinaire et l'engagement extraordinaire des initiatives, les initiatives volontaires également qui nous ont été transmises et qui ont pu être mises en œuvre grâce à ces hommes et ces femmes qui travaillent pour les services de la COCOF ou pour ces secteurs et qui ont été plus qu'à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'elles et d'eux. Alors pour répondre à vos questions, concernant les conséquences d'abord en matière de politique générale et de fonction publique sur les suspensions des délais, la situation est évidemment différente selon les compétences. Dans certaines compétences, on a des agréments, dans d'autres, et des subventions facultatives, dans d'autres, on a des appels à projets. Pour ce qui concerne, par exemple, mes compétences, la seule exception est la promotion de la santé, et pour lesquels les appels à projets ont eu lieu il y a 2 ans et les opérateurs ont été désignés, donc il n'y a pas eu de changement avec la situation actuelle, mais dans d'autres compétences, dans d'autres circonstances, la suspension des délais aura permis aux associations que la crise a impacté de réagir, qui n'étaient donc pas en mesure de répondre pendant la crise, de réagir. Dans chacune des différentes compétences, mes collègues pourront peut-être apporter des éléments particuliers. Il semblerait effectivement que la situation de normalisation progressive et de déconfinement par le CNS plaide pour une reprise de l'organisation de certains projets. Toutefois, les mesures nécessaires seront prises pour éviter des problèmes aux opérateurs subventionnés qui ont déjà annulé des projets qui étaient prévus pendant l'été, par exemple. Il est donc dès lors fort probable que nous intervenions à nouveau pour étendre la date de suspension. Concernant le télétravail, en matière de fonction publique, depuis 2 ans déjà, le télétravail est structurel à la COCOF. Les agents dont les fonctions sont entre guillemets télétravaillables peuvent faire la demande d'un arrêté qui permet jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine. Le télétravail occasionnel est également possible et réglé par des textes. L'institution est donc équipée en conséquence et la continuité de l'exercice des fonctions est assumée. On avait déjà l'expérience en la matière, évidemment pas aussi grande que celle qu'on a connue les dernières semaines, mais on avait déjà une expérience en la matière. Et donc, les outils qui existaient déjà ont permis de généraliser le télétravail à tous les postes où c'était possible, soit par la fourniture de matériel, soit par l'adaptation des logiciels. Une discussion sur plusieurs aspects a été établie avec les services RH et IT pour envisager les actions nécessaires pour améliorer encore les outils de l'administration ou faire évoluer ce qui est disponible vers de nouvelles solutions qui ont démontré leur efficacité pendant cette mise à l'épreuve. Donc, vous voyez qu'on apprend déjà de la situation. Et donc, ces aspects sont intégrés dans le travail en cours pour la confection du budget. Nous avons été attentifs dès le début des événements aussi aux aspects négatifs induits par le télétravail et par le fait que les travailleurs étaient contraints de rester chez eux. Et on a insisté sur le lien et un lien quasi journalier
quasi quotidien avec les agents pour leur permettre d'être toujours en contact avec leur travail ou pour pouvoir aussi exprimer les difficultés qu'ils rencontraient du fait d'être contraints de rester chez eux. Une évaluation globale du télétravail était prévue avant la crise. On va joindre à cette évaluation globale aussi les enseignements qu'on tire de la situation actuelle. On a été très satisfait, il faut le dire, de l'engagement des services du collège et du professionnalisme exprimé pendant ces semaines par tous les agents. Je crois qu'on peut déjà tirer comme conclusion que l'administration a démontré une adaptation exceptionnelle dont nous sommes particulièrement satisfaits. Pour ce qui concerne le déconfinement, le SPFB a opté pour un plan en 3 phases, avec d'abord un maintien du télétravail à domicile au niveau le plus élevé possible, mais reprise du travail ou d'un travail alternatif pour les agents qui ne peuvent pas travailler à domicile. Une reprise conditionnée au respect des règles de distanciation, bien sûr, et à la disponibilité du matériel nécessaire, c'est l'évidence, et une attention particulière aux personnes à risque et aux agents qui ont des difficultés propres à l'organisation d'un télétravail à domicile. Je rappelle que 60% du personnel du SPFB exerce des fonctions liées à l'enseignement, et donc le calendrier est évidemment un peu différent dans ce secteur-là. Je voudrais donc clore ce chapitre sur la fonction publique donc en rappelant que cette pandémie est vraiment une catastrophe. On peut néanmoins souligner l'agilité de nos administrations et le renforcement des collaborations avec d'autres administrations, comme bien sûr l'administration de la COCOM, mais aussi avec l'administration régionale pour avoir des réponses cohérentes et appropriées à la crise. Je veux vraiment terminer mon intervention sur ce point en saluant et en remerciant le travail de l'administration et de l'ensemble des agents à travers cette crise. Concernant les violences conjugales et intrafamiliales, il y a effectivement 2 task forces. La task force interfrancophone qui se réunit chaque semaine. Il y a déjà eu 9 réunions depuis le début de cette crise. La dernière a eu lieu le 20 mai dernier. Et l'intra-bruxelloise s'est réunie 2 fois. La ligne d'écoute entre dans une phase où le nombre d'appels diminue. Donc, on n'est plus à x3, mais à x2 par rapport aux appels de la même période en 2019. En concertation avec les associations, il est envisagé de repasser à 2 lignes plutôt que 3 actuellement et de diminuer les horaires de disponibilité du chat, mais ceci, bien sûr, en lien avec la demande. Donc, on ne va pas faire ça de manière abstraite, on va vraiment le faire en fonction de la demande. Nous avons également décidé de renforcer téléaccueil et le cofinancement de la COCOF de la ligne 0800 30 030. Pour ce qui est le suivi des femmes après l'hébergement dans l'hôtel, nous avons, je vous l'ai déjà dit, prévu un accompagnement psychosocial et une aide au relogement de celles-ci. Il n'est pas question de les renvoyer dans le foyer qu'elles ont fui. On a donc dégagé 2 équivalents temps plein pour soutenir l'équipe en place et assurer ses missions. L'hôtel, j'ai eu l'occasion de le visiter la semaine dernière. Je voudrais vraiment souligner le travail exceptionnel qui est accompli par les associations sur place. Il est actuellement complet et on envisage l'ouverture d'un 2e hôtel qui pourrait avoir une capacité de 50 lits et débuter l'accueil dès le 1er juillet jusqu'en septembre. Concernant le dispositif d'urgence via les pharmacies, je l'avais déjà dit aussi, il est étudié par Bruxelles Prévention et Sécurité. Il serait plus souple que par un mot de passe secret. Cette étude est donc en cours du côté de Bruxelles Prévention et Sécurité. Concernant les centres de planning familial, la reprise des activités en réponse à la demande se poursuit. Cette demande concerne principalement les consultations médicales et les consultations psychologiques. Certains centres sont déjà à 100% de leur volume actuel de fréquentation pour ces consultations médicales et psychologiques. D'autres, en moyenne, on est à 50-60%, mais pour certains, on est déjà à 100%. Les autres types de consultations reprennent peu à peu, mais plus lentement que donc les consultations psy et médicales. L'accueil se fait principalement par téléphone, aux horaires d'ouverture normaux, mais certains centres ont déjà rouvert des plages d'accessibilité sans rendez-vous. Concernant l'aménagement des conditions de travail dans les plannings familiaux, certains centres
arrivent à s'organiser de telle sorte que cela n'impacte pas leur capacité d'accueil. D'autres ne peuvent pas encore tout à fait reprendre à 100% puisqu'ils sont contraints par les mesures de distanciation sociale et d'hygiène. Mais la plupart nous disent que ces mesures n'impactent pas tellement la relation qu'ils peuvent avoir avec les bénéficiaires. Ils témoignent du fait que en fait, la satisfaction qu'il y a à pouvoir à nouveau bénéficier de ces services est plus importante que la gêne qui est occasionnée par les règles d'hygiène et de distanciation. Mais donc, on ne peut pas encore tout à fait parler d'une reprise à un rythme normal, mais la reprise se poursuit graduellement. Pour ce qui est des IVG, la fréquentation n'a pas diminué dans les mêmes proportions. S'il y a une variation à la hausse ou à la baisse, elle ne dépasse pas 10%. Les comptages sont en cours. Un important travail de mobilisation est aussi réalisé par les centres, mais vous le savez, c'est le cas d'ailleurs depuis le début de cette crise. Leur personnel appelle régulièrement les bénéficiaires pour prendre de leurs nouvelles, expliquer que les rendez-vous sont possibles. Idem avec les réseaux locaux de la santé, les médecins, maisons médicales, les pharmacies, les autorités locales, les associations. Vous le savez, les centres de planning familiaux ont été très actifs pour indiquer, et nous les avons soutenus, pour indiquer que leurs services étaient ouverts. Le dialogue se poursuit avec le secteur pour construire dans les prochaines semaines un nouveau modèle qui permet à la fois d'éviter les reports de soins et d'en maintenir la qualité et de même de ne pas épuiser les professionnels qui y travaillent. Nous avons eu l'occasion, avec mon cabinet, de rencontrer le centre de planning des Marolles cette semaine, de pouvoir saluer leur travail. Rencontre très intéressante et des échanges fructueux. Concernant la contraception, Madame Nagy, on ne nous signale plus de problèmes particuliers à ce niveau-là. Enfin, concernant la promotion et la prévention de la santé, vous avez raison de vous inviter sur les programmes de dépistage du cancer colorectal et du sein, sur l'impact que la pause aurait pu avoir, l'interruption a pu avoir sur les dépistages. Les chiffres sont les suivants, les données sont les suivantes. Le dépistage s'est arrêté le 16 mars pour Bruprev et non Brumamo, mais on a quand même continué à envoyer les invitations, les femmes pouvant appeler leur centre pour prendre rendez-vous après la mi-mai. Et depuis le 16 mars, nous avons enregistré 97 mammotests. Sur les 97, 51 sont disponibles à ce jour. On constate un taux de 6% de taux de rappel. Habituellement, ce taux est autour de 10%. Nous ne connaîtrons le nombre de cancers avancés qu'après croisement avec les données du registre du cancer, c'est-à-dire dans un an. Mais il est très improbable qu'une suspension de 2 mois puisse entraîner un impact important. En ce qui concerne le dépistage du cancer du côlon, nous avons reçu 12 résultats depuis la reprise des activités du labo. 1 positif, 5 ininterprétables et 6 négatifs. La proportion des tests ininterprétables est anormalement élevée. Il est possible que les personnes aient gardé leur test trop longtemps. Les personnes reçoivent donc automatiquement une nouvelle lettre d'invitation pour retirer un nouveau test chez leur pharmacien. En complément au dépistage du cancer du sein, nous avons suspendu les invitations pendant la crise afin de ne pas surcharger les pharmaciens, mais les invitations reprennent en juin avec un rattrapage. Voici, Madame la Présidente, les éléments de réponse que vous pouvez apporter à vos questions. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Monsieur Vervoort. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer mon intervention par le secteur de l'aide aux personnes en situation de handicap. Donc, je voudrais précision sur la prise par le gouvernement dernier, 1 million d'euros de nourriture d'os. C'est dans particulièrement souffert pendant le confinement. Nous continuons de suivre la situation jour le jour avec On a des petits problèmes avec votre micro. D'après ce qu'on me signale, je suis désolée, c'est ce qu'on me
si ce n'est pas du tout entendable, est-ce que déjà les personnes ici dans le groupe entendent et juste au niveau de Facebook, je n'entends pas. D'accord. Mais Oui. Ah. Si les caméras sont inutiles, merci de les couper. Moi, je veux bien couper la mienne, il n'y a pas de problème. Son très moyen. Voilà, on m'envoie un peu de messages, moi j'essaie de savoir. Écoutez, continuez, on va essayer. Voilà, si ça ne va pas du tout, je vous réennuie au niveau alors. donc, je disais que c'est consulté mercredi. Et qu'on le secteur des syndicats les plus âgés. Dans la protection, 175, 230, extraordinaires qui leur ont été pour ce qui est des tests d'hébergement désormais testés, il y a 2 il nous manque encore les résultats des 4 derniers centres d'hébergement. Aucun cas d'infection n'a été révélé. Pour rappel, suivant les recommandations de ces de jours, seuls les présentant un ou des symptômes pour les centres. L'armée d'ailleurs encore une formation à l'hébergement. Avec la direction du hébergement contre la ville et de la sanitaire de la famille, avec le général mesure 7 nous a mis selon du vin la personne qui nécessite la concertation avec la famille. Le centre de repli ça avait été demandé par les familles. Personne un besoin essentiel de nos mesures rien de subvention accompagnement de jour, fréquentation, les 5 centres de scolarité avec semaine 44 ans contre 24 si le jour en France sont ouverts, le jour en France, les centres de il y a comment les écoles c'est des centres de jour je tiens les enfants apprendre des soins retour à l'école dans ces réorganiser les règles en comptant notre région facilite le transport scolaire.
les solutions alternatives au humain sont été soumises à l'appréciation des experts des confinements dans quel feu vert. Maternelle et primaire, c'est les prochaines étapes pour le transport sont les suivantes. Donc, si les tensions de relative le concept les circuits restaurants, circuits pour la somme nouvelle consigne relative aux visibilité éventuelle des investissements. Des perceptions du enfin, les chemins d'école dans le cadre du transport ils étaient 128. Ils seront en circuit la semaine du 100 des enfants qui ne seront pas à l'école se fera par centre d'hébergement ou centre de jour. Donc, encore nous répondre aux sorties qui sont permises le 15 mai, en même règle commune. Deux personnes, même des personnes vivant. La reprise des activités des entreprises depuis le 4 mai, toute en activité. Et travail. Le traitement général de produire la protection privée d'entreprise par le service ensemble des dans les équipes sous l'administration des services de production des directions et des les élèves dans l'enseignement globalement 25 élèves les en difficulté dans le cadre de coach des enseignants. Le suivi des élèves qui sont mis en place chaque téléphonie et postale les élèves en secondaire de présence de 75% à l'air fondamental environ 85% sur des jours ont bénéficié des ont eu jusqu'à la fin de l'année scolaire numérique. Un premier effort d'urgence a été réalisé pour mettre des ordinateurs à disposition des élèves qui ont besoin. Et à l'Institut Goethe.
l'évaluation formative suivront la fin d'éléments à la haute école Lucien de Montpellier, les examens en ligne. Les auteurs ont bien dans le besoin et la possibilité de faire devenir facile des examens à domicile. Au niveau du système, un accompagnement des étudiants et d'utilisation de la plateforme est organisé avec l'examen en dehors de organisé pour les 3 premiers jours, avec au moins un examen de chaque section. Deux, ce sont avec un delta négatif de 352 utilisateurs peut s'expliquer sur comment la théorie enfin, dans l'enseignement de promotion sociale, vous démarrez majoritairement à partir de la semaine prochaine. Je termine avec la culture. Je rappelle la fédération mise en œuvre dans le et nous avons sont le plus besoin. En se plus d'être déficit sous le seuil de la pauvreté. À soutenir les ASBES sera juré à Bruxelles économique. Je souligne que vous êtes le gouvernement régional de la COCOF. Nous avons dégagé un fonds de soutien de 10% avec la COCOF accorde des subventions en lien avec la majorité du gouvernement. Pour compenser les pertes de billetterie, avec moins de proximité pour les publics. Je pense que ça se fait
conditions que nous soutenons à emporter des discussions du cadre de procédure fédérale. Il y a des représentants du secteur pour une rencontre la semaine prochaine afin que Ça a été un petit peu compliqué, mais je pense qu'on a quand même pu entendre au moins les réponses. Il y a juste pour Madame Benamou, vous reprendrez la parole alors? Pour les autres questions, vous avez fait pour tout le monde? Pour Madame Benamou? Oui, hein? Oui. Ok, parfait. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Marron. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et tous. J'espère que le son est OK. Alors, les premières questions sur le numéro d'urgence sociale. Le dernier rapport qu'on a reçu de la FDSS nous informe qu'au 10 mai, 1329 appels avaient été passés au numéro d'urgence sociale depuis le lancement fin mars. On a noté une légère baisse du nombre d'appels au fur et à mesure des semaines, en passant de 275 la semaine du 30 mars à 195 celle du 4 mai, avec une étape intermédiaire. La nature des demandes reste sensiblement la même. Elle continue à porter sur les difficultés financières, le manque de logement et l'aide alimentaire principalement. Mais il y a aussi des questions sur les mesures de confinement et de déconfinement annoncées par le CNS ou le Codeco, qui ne sont pas toujours bien comprises par la population, par nous-mêmes parfois d'ailleurs aussi, il faut bien le dire. Et donc il y a des questions qui remontent au numéro d'urgence sociale aussi. Les rapports sont donc communiqués de manière hebdomadaire à la Task Force Urgence Sociale, dont la mission est donc de coordonner de nouveaux chantiers qui répondent à ces besoins. C'est particulièrement le cas concernant l'aide alimentaire, mais aussi concernant la mise en place d'une communication claire concernant les mesures de déconfinement, puisque nous avons décidé avec la Task Force de renforcer la lisibilité de la communication sur ces mesures en travaillant sur des objets faciles à lire et faciles à comprendre dans plusieurs langues, justement afin de démocratiser la compréhension des messages du Conseil national de sécurité. C'est parfois compliqué pour des personnes qui ont suivi des études, etc. C'est encore peut-être plus compliqué pour des publics qui ne parlent pas ni français ni néerlandais ou qui sont dans des situations sociales difficiles et un accès à l'information plus réduit. Concernant la médiation de dette, c'est précisément le rôle de ce numéro d'informer les demandeurs de l'ouverture des services et de les rediriger vers ceux-ci, mais je compléterai sur la médiation de dette plus tard. Alors, sur la santé mentale, effectivement, on a parlé déjà longuement hier en commission affaires sociales de la COCOM. On est bien conscient que c'est une problématique très prégnante, je l'ai dit hier. Les différentes études qui sont menées déjà dans le cadre de la crise Covid sur cet aspect sont alarmantes, sur différents types de publics, singulièrement sur les jeunes, puisque les études semblent confirmer de manière croisée que le public jeune subit particulièrement des problèmes de santé mentale liés au Covid, au confinement, etc. Comme je l'avais précisé ici en COCOF lors de la dernière séance de travail, il n'y a pas de miracle, les prises de contact et les demandes prennent du temps à se concrétiser. Nous comptabilisons à ce jour seulement une vingtaine d'appels sur la ligne spéciale de soutien psychologique. Je parle de celle de soutien psychologique aux maisons de repos et à leurs proches. On dénombre plusieurs appels de familles qui sont inquiètes pour leurs parents et qui n'ont pas accès à eux et qui ne savent pas comment ils vont et comment sont effectués les suivis dans la maison de repos.
Les psychologues constatent qu'il est difficile de communiquer virtuellement pour ces publics et bien souvent, ils doivent être accompagnés par un professionnel de la maison de repos pour faire la démarche. Mais bien entendu, le personnel reste parfois encore peu disponible compte tenu des circonstances de travail exceptionnelles qui sollicitent de manière importante, évidemment, les personnels des maisons de repos. On est encore en quelque sorte dans la crise et dans ces conditions, les demandes se font moins sentir et s'expriment moins par les potentiels résidents et familles concernées. Pour ce qui est des derniers chiffres relatifs à l'utilisation de la ligne d'écoute senior, à ce jour, donc senior, ce n'est pas seulement pour les personnes en maison de repos, mais c'est plus général. À ce jour, c'est aussi peu d'appels qui ont été réorientés vers les équipes spécialisées qui sont effectivement disposées à prendre en charge les personnes âgées qui continuent à vivre à leur domicile. Les responsables de ce dispositif n'ont pas observé d'augmentation des appels, mais ils ont pu observer des difficultés systémiques. Effectivement, le contexte dans lequel nous sommes fait que, en tout cas du côté des maisons de repos, elles doivent encore donner priorité à la santé, la sécurité, et ce parfois au détriment de soins ou d'activités spécifiques individuelles. Il en ressort que les personnes qui sont en maison de repos et qui entrent en contact avec les thérapeutes, y compris vers ce numéro-là, sont en très grande souffrance et manifestent un grand sentiment d'isolement. Il y a donc peu d'appels, mais quand il y a des appels, ces derniers concernent des personnes qui sont dans un réel état de crise. Et il est donc très important de pouvoir leur offrir cette aide psychologique, puisque ce sont donc des personnes qui sont dans un niveau de souffrance psychologique très important. Pour ce qui est d'une aide spécifique aux aidants proches et la réouverture des services de répit, comme je l'avais déjà mentionné lors de la commission précédente, nous avons rencontré l'association Jeunes Aidants Proches et Simines avant la crise. Nous étions déjà convaincus de l'importance de continuer à les soutenir et les financer. On va donc les rencontrer à nouveau afin de mieux réévaluer leurs besoins à la lumière de cette crise et de ces enseignements concernant les services de répit pour parents d'enfants porteurs d'un handicap. Le centre intermède a bien réouvert fin avril, mais effectivement, je pense que M. Vervoort a fait aussi allusion à ces questions de répit pour les parents. Pour les mesures prises pour venir en aide aux aidants proches, notamment en soutien psychosocial, il n'y a pas de nouvelles mesures prises à ce stade. Durant la crise, la continuité des soins a été assurée et les contacts téléphoniques, Messenger, WhatsApp, etc., qui sont déjà d'actualité toute l'année, ont été renforcés. Les rencontres à la maison des jeunes aidants proches ont repris, mais sur rendez-vous et avec toutes les mesures de précaution en vigueur. Les familles sont aussi reçues sur rendez-vous afin de trouver des solutions à des situations, à leurs problèmes psychosociaux. L'éducatrice, dans de rares cas d'urgence par rapport à des situations explosives, a continué à se rendre à domicile durant le confinement, mais tout en respectant les mesures de sécurité sanitaire. Des périodes de répit à domicile ont été mises en place. Concrètement, l'éducatrice reste au domicile durant un moment pour que le jeune puisse bénéficier d'un moment de détente. On va les rencontrer à nouveau afin de mieux réévaluer leurs besoins à la lumière de cette crise. Pour ce qui concerne la mise en place d'une campagne de santé mentale grand public, cette campagne de sensibilisation se basera sur des supports visuels qui seront largement diffusés dans les médias, presse écrite, web, réseaux sociaux et dans l'espace public avec des affiches. Ces supports visuels renvoient vers une page web créée spécialement pour le projet qui regroupe l'ensemble des ressources formelles et informelles qui se disent disponibles pour répondre au public et offrir des espaces d'échange, de réflexion ou de reconstruction. Cette campagne visera aussi à permettre un niveau de littératie suffisant de manière à garantir l'utilité et l'accessibilité du dispositif pour le plus grand nombre. Le timing n'est pas encore défini, mais la campagne est sur le point de commencer. Un projet d'arrêté est en cours d'écriture à l'administration et devrait passer au collège de la COCOF incessamment sous peu. Les objectifs de la campagne sont poser un regard sur la santé mentale en permettant à chacun de mieux identifier ses propres besoins. Le support visuel apporte des éléments de réflexion et des questions sur la santé mentale qui ouvrent la voie à cet objectif. Ouvrir un dialogue sur ces questions avec les proches ou avec des ressources ou structures existantes. Identifier ces ressources et les visibiliser. Permettre aux gens de mieux intégrer leur vécu durant la pandémie et d'en parler. De mettre des mots sur leur expérience et leurs ressentis psychiques.
rendre plus prégnants les enjeux transversaux de santé mentale en incitant de nombreuses ressources à s'en saisir, obtenir un retour sur les questions, témoignages, pistes de réaction et solutions formulées par les personnes avec les ressources identifiées. Effectuer un retour public sur les éléments récoltés, ce qu'ils disent quant aux multiples façons par lesquelles les gens ont vécu, traversé la crise, les leçons à en tirer et les initiatives qui ont émergé pour favoriser la reconnaissance de ces réalités. Un rétablissement des personnes et des collectifs et un éventuel appui aux démarches positives qui ont pu émerger. Concernant les visites dans les maisons de repos, j'ai répondu aussi hier en COCOM. Je rappelle juste seulement que 116 des maisons de repos et de soins permettent des visites à ce jour, mais comme vous le savez, il n'y a plus de maisons de repos qui sont agréées en COCOF. Concernant les primo-arrivants et les BAPA, donc, j'ai déjà eu l'occasion d'écrire longuement il y a un mois, il y a 15 jours, la situation des BAPA, l'impact de la crise sur le déroulement des parcours d'accueil, les formations linguistiques et les mesures prises par ces opérateurs, notamment en matière d'adaptation des méthodologies pour rester en contact avec leur public. Depuis lors, leur démarrage des activités est bien à l'ordre du jour, moyennant le respect des mesures de sécurité rappelées aux opérateurs dans une circulaire que l'administration leur a adressée le 8 mai dernier. Les permanences physiques pour assurer les rendez-vous individuels reprennent progressivement depuis quelques semaines. L'objectif est de fonctionner au maximum sur rendez-vous afin d'éviter d'avoir trop de monde en même temps en permanence. Certaines formations droits et devoirs ont été dispensées à distance. Elles continueront à distance et avec un mix présentiel virtuel dans un premier temps. Les formations à la citoyenneté devraient reprendre normalement vers la mi-juin. Concernant les formations linguistiques, l'administration travaille depuis plusieurs semaines de concert avec les bureaux d'accueil et les opérateurs de formation linguistique conventionnés à la reprise des activités et l'adaptation des groupes d'apprenants au module de formation qui a été suspendu ou annulé. Ces formations vont reprendre progressivement dans les semaines à venir de manière normale, tout en respectant évidemment les prescriptions de sécurité. Concernant l'éventuelle décision de certains primo-arrivants d'abandonner le parcours d'accueil, je ne dispose pas d'informations à ce propos. La relance est en route, je vous l'ai dit. Il est impossible d'identifier à ce jour les abandons puisqu'on commence à mettre toute la machine. On espère évidemment que le nombre d'abandons sera le plus faible possible, mais les contacts sont permanents entre les bureaux d'accueil, en tout cas sont réguliers entre les bureaux d'accueil et les différentes personnes qui suivent le parcours d'accueil. Concernant le matériel informatique, la question est moins prégnante maintenant puisque les différentes activités en présentiel se remettent progressivement en route et en place. Maintenant, il n'y a pas de budget spécifique qui a été dégagé pour l'achat de ce type de matériel. Les cours à distance se sont déroulés avec des personnes qui disposaient du matériel et des compétences suffisantes pour ce mode d'apprentissage. Par rapport à la politique d'aide aux sans-abri et sur son volet COCOF, puisqu'on en a parlé en COCOM assez longuement hier aussi. Mais donc, comme je l'ai déjà dit, les 16 maisons d'accueil qui sont agréées en COCOF ont tout au long de la crise maintenu l'accueil des personnes, même si la crise a un impact majeur sur leur fonctionnement. Comme je l'avais déjà dit, le nombre de personnes effectivement accueillies a été légèrement moindre pendant la période de crise, étant donné les nécessaires aménagements pour répondre à la consigne de distanciation physique. Et les nouvelles admissions ont été provisoirement suspendues. Et donc, globalement, la capacité des 16 maisons d'accueil a dû être réduite d'environ 75 lits. Néanmoins, les nouvelles admissions en maison d'accueil sont maintenant balisées par une circulaire intersectorielle élaborée par Bruxelles. Elle prévoit des circuits d'orientation de personnes en respectant les préconisations de Sciences Anno en termes de sécurité, d'hygiène et de prévention pour éviter de créer des clusters d'infection au sein des collectivités. Les orientations se font depuis le 16 avril via le dispatching conjoint du SAMU social et de Bruxelles et de nouvelles admissions sont intervenues dans ce cadre-là, donc depuis le début du mois de mai. Le secteur des maisons d'accueil était depuis le début de la crise demandeur de filières d'admission qui soient sécurisées. C'est donc ce qui a été progressivement assuré et mis en place. Depuis le début du déconfinement progressif, les maisons d'accueil souhaitent réaccueillir des personnes selon les modalités pré-crise, ce qui est
compréhensible. Cette réouverture a des orientations plus larges que celles prévues dans la circulaire actuelle de Bruxelles implique d'une part une évaluation sanitaire et médicale. Des groupes de travail sont en cours cette semaine et la semaine prochaine, et d'autre part la mise au point concertée et cohérente entre les différentes entités, y compris donc avec la COCOM, de trajets d'orientation et d'accueil pour la seconde moitié de l'année. Des réunions de concertation sectorielles ont lieu chaque vendredi avec les fédérations représentant les maisons d'accueil. Et donc, concernant ce qui va se passer après le 30 juin, il a effectivement été décidé par le gouvernement régional, mais aussi en COCOF, de réserver des provisions qui permettent de maintenir au-delà du 30 juin un certain nombre des dispositifs qui sont mis en place dans le cadre de la crise Covid, ainsi que le renforcement des moyens des opérateurs pour pouvoir mener à bien leurs opérations dans le contexte de crise et de post-crise. Sur les médiations de dette, donc, et la politique d'aide contre le surendettement, les services de médiation de dette assurent donc toujours la continuité de service et se préparent à réorganiser les permanences physiques via rendez-vous. Donc, ça va se remettre en place progressivement aussi. La situation reste stable et donc les services ne sont pas encore débordés par de nouvelles demandes. Il y a de très légères augmentations, mais pour le moment, ce n'est pas inquiétant. Comme je l'ai dit, en fait, il y a plusieurs hypothèses qui expliquent que, nonobstant la dégradation des conditions financières de beaucoup de personnes due à la crise Covid, il n'y a pas d'augmentation encore des demandes. D'abord, beaucoup d'usagers pensent toujours que les services sont fermés. C'est ce qui ressort de pas mal de témoignages. Mais aussi, il y a une latence puisque les poursuites des créanciers, par exemple, se sont considérablement ralenties. Donc les actions en justice, les saisies, etc., tout ça a été fortement ralenti pendant le confinement et l'est toujours. Et en général, effectivement, ce sont ces poursuites-là qui poussent les personnes à venir frapper à la porte d'un service de médiation de dette. Donc une latence qui est là et qui explique que vraisemblablement, cette vague-là, cette vague du surendettement, elle va arriver encore un petit peu plus tard et elle n'est pas encore vraiment présente pour le moment. On va donc essayer au maximum de l'anticiper avec les services de médiation de dette. Je l'avais dit, je pense déjà, on a prévu de soutenir complémentairement ce secteur à hauteur d'un budget de 350 000 €, ce qui représente une augmentation de 50% du budget COCOF affecté à ce secteur. Les services et le centre d'appui sont actuellement en train d'élaborer une proposition d'affectation en vue d'utiliser ce fonds pour venir en aide aux personnes suite à la crise. Sur des questions plus largement qui ont été posées sur le testing et l'opportunité du testing, j'entends bien, je pense que M. Vervoort a fait allusion aussi sur le fait que dans beaucoup de secteurs, il y a réclamation de tests. Il faut être quand même un petit peu clair en fait, sur l'utilité des tests, sur à quoi ça sert et à quoi ça ne sert pas. Les tests PCR, ils indiquent si vous avez une charge virale ou pas. Ils peuvent changer du jour au lendemain, puisque votre charge virale, elle peut diminuer, augmenter du jour au lendemain. On peut aussi capter le virus et développer des symptômes d'un jour à l'autre, et donc être négatif un jour et puis être positif 2 jours plus tard. Et l'inverse est également vrai. Si on voulait s'assurer que tout le monde est négatif en permanence dans tous les secteurs, ça signifie qu'il faudrait faire des tests quasiment en permanence, tous les 2 jours, tous les 3 jours dans tous les secteurs. Ce qui n'a pas d'utilité même en termes de santé publique. Ce n'est pas la meilleure manière de faire et de gérer les choses. Ça peut sembler un peu contre-intuitif, mais c'est pourtant comme ça. Ce serait un gaspillage énorme de moyens, de matériel, etc., que d'effectuer ça, même si nos capacités de testing ont largement augmenté. Quand je dis nos capacités, c'est celles qui ont été mises en œuvre essentiellement via l'État fédéral et qui sont coordonnées au niveau fédéral. Néanmoins, à Bruxelles, sur les maisons de repos, c'est 25 000 personnes. Si on ajoute l'ensemble d'autres types de secteurs, ça ferait tester toutes ces personnes tous les 3 jours. Ça ne semble vraiment pas raisonnable, et non seulement pas raisonnable, mais pas très utile. Néanmoins, vous le savez, le système de tracing, testing est mis en place de manière plus globale et tout le monde rentre là-dedans. Il est prévu des dispositions spécifiques, et les dispositions spécifiques sont déjà mises en œuvre pour les collectivités. Et donc les collectivités reçoivent et ont accès beaucoup plus facilement qu'avant à des tests à partir du moment où des personnes rentrent dans le système de tracing parce qu'elles ont développé des symptômes ou parce qu'elles ont eu un test positif.
Et si elles travaillent dans une collectivité ou résident dans une collectivité, des mesures particulières sont mises en place. Et donc, je l'ai expliqué déjà hier un petit peu en COCOM, mais ça existe un peu partout. Par ailleurs, on a eu encore une conférence interministérielle santé ce matin. Les décisions doivent se finaliser de manière électronique cet après-midi, mais on s'oriente bien vers un élargissement des protocoles d'accès aux tests et vers le fait de rendre les tests accessibles à un plus grand nombre de personnes qu'avant. Merci, Monsieur Marron. Je vais donc passer la parole à Monsieur Pierre Failly. Bonjour Madame la Présidente et bonjour à vous tous dans ce beau vendredi ensoleillé. Je n'ai qu'une question très courte de Madame Chabert, je pense. Oui, Madame Chabert, tout à fait, sur la question de la formation dans le secteur de l'hébergement des personnes âgées. D'abord, lui dire que si la COCOF est compétente en matière de formation professionnelle, elle ne l'est pas dans le cadre de la formation sectorielle organisée par les secteurs et qui dépend d'une législation fédérale qui impose à tous les secteurs et tous les employeurs de prévoir la formation continue de leur personnel. On n'a pas de prise sur ce volet-là, donc sur cet aspect-là, je ne sais pas intervenir. Par contre, avec la compétence organisateur de formation professionnelle, à notre niveau, au bénéfice des chercheurs d'emploi, alors nous pouvons avoir des réponses. Et Bruxelles Formation répond déjà à ce type de demande depuis quelques temps. Bruxelles Formation a développé depuis de nombreuses années des partenariats pour assurer des formations d'aide familiale et d'aide soignant. 3 organismes de formation délivrent le brevet d'aide familiale COCOF, ainsi qu'une école d'enseignement de promotion sociale en région bruxelloise. Une convention a également été conclue avec l'école de promotion sociale d'Ever-Laken afin de permettre aux stagiaires des organismes de formation de présenter l'épreuve intégrée d'aide familiale. Pour la formation d'aide-soignant, Bruxelles Formation conventionne 2 des 4 écoles de promotion sociale qui dispensent cette formation en région bruxelloise. Pour l'année 2009, il y a eu 242 stagiaires en formation dans ces 2 filières. Et nous sommes en phase de réflexion actuellement sur le renforcement et le développement de cette offre de formation depuis quelques mois. L'objectif, évidemment, est que ces formations répondent au maximum aux besoins des secteurs concernés. Et étant donné la crise que l'on vient de vivre et toutes les questions d'actualité que vous posez, un travail est en cours au niveau de la région afin d'établir un plan de relance et de déploiement, on en a déjà parlé, plan qui va également se préoccuper du secteur social-santé. Monsieur Marron me regarde et me soutient certainement dans cette affirmation-là. Mais aussi d'autres secteurs, et il va donc falloir faire des choix. Il ne sera pas possible de développer tout, mais le gouvernement essaiera avec pertinence de faire les choix qui s'imposent pour développer les formations qui permettront au plus de demandeurs d'emploi, chercheurs d'emploi, de retrouver du travail dans les secteurs essentiels. Voilà ce que je voulais vous dire, et comme ça, je n'ai pas épuisé mes 10 minutes. Non, ça c'est certain. Merci beaucoup. Eh bien, donc, nous allons alors pouvoir redonner la parole à chaque groupe. N'oubliez pas que c'est 3 minutes. On va commencer, comme la fois précédente, par le MR. Monsieur Van Gotsenhoff? Oui, Madame la Présidente, vous m'entendez? Très bien. Écoutez, je pense que nos ministres ont répondu assez largement aux questions. Je leur remercie, même si je regrette que les conditions de travail de ces visioconférences sont parfois un petit peu pénibles, et je me réjouis que nous puissions travailler de façon plus fluide, aussi parce que toutes ces questions que nous abordons d'ailleurs parfois de façon trop brève et trop expéditive, en laissant beaucoup d'aspects non exprimés, voilà, le handicap, les plannings familiaux avec les conséquences des grossesses non désirées, la santé mentale, la culture, l'enseignement. Bref, à l'heure d'une certaine reprise, nous aurons évidemment lors de nos futures rencontres, je l'espère, l'occasion d'approfondir les choses en replaçant évidemment toutes ces préoccupations dans un temps plus long, parce que les conséquences évidemment de la crise du Covid resteront naturellement prégnantes de longs mois, voire bien davantage. Et donc, voilà, au-delà de ce travail d'urgence que nous avons fait durant ces dernières semaines, nous devons maintenant entrer dans une perspective plus large
de sortie de crise, mais aussi évidemment de réinterprétation d'un certain nombre de nos politiques, sachant évidemment que les moyens de la COCOF sont parfois réduits. Néanmoins, nous avons un devoir évidemment d'interroger l'ensemble de ces politiques et l'efficacité des moyens que nous leur destinons. Donc moi, je me réjouis de pouvoir prochainement réaborder avec l'ensemble du Parlement un certain nombre de ces dossiers lors de séances plénières futures. Et donc, je remercie les uns et les autres et aussi les services du Parlement d'avoir rendu ces conférences à distance possibles, tout en espérant, bien entendu, que les semaines qui viennent nous permettront d'approfondir le travail et de pouvoir répondre à des questions plus pointues, plus spécifiques qui nous permettront d'aborder donc un été, je l'espère, plus serein. Je vous remercie. Merci beaucoup et c'est bien en effet ce que nous comptons organiser dans les prochaines semaines. Les travaux vont reprendre normalement. Ils pourront approfondir alors beaucoup plus en effet toutes les questions, évidemment en fonction de ce que les parlementaires décideront de poser comme interpellation, comme question. Et donc on est tout à fait d'accord, Monsieur Van Gottenau. Est-ce que Monsieur Westman veut reprendre la parole? Il y a 50 secondes encore. Oui, juste un petit mot, Madame la Présidente, pour aller dans le sens de mon chef de groupe, mais aussi peut-être inviter le collège à revenir, si possible, le plus rapidement possible, avec une stratégie et des nouvelles mesures qu'on évoquait notamment en termes de soutien psychosocial auprès des jeunes ou moins jeunes, aidants proches et surtout aidantes proches. On ne les oublie pas, non seulement dans les pensées, mais aussi dans l'action politique. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Madame Schubert. Oui, merci. Vous m'entendez? Très bien. Je vais commencer dans l'autre sens de mon intervention. Donc, Monsieur Clerfay, déjà remercier tous les ministres pour vos réponses. On voit que le travail fait pendant cette crise est considérable et donc de vous entendre, ça fait du bien. Je voulais juste revenir sur quelques éléments de vos réponses, Monsieur Clerfay. Ou alors j'ai mal compris, j'ai un bandeau sur les oreilles, c'est peut-être ça, mais vous avez parlé d'un chiffre de 2009, de 242 stagiaires de 2009. Je m'étonne que vos services n'aient pas des chiffres. 2019. Ah ben voilà, c'est mon bandeau. Ok, donc tout va bien, parce que j'étais très étonnée. Bon, je trouve quand même ça très peu. Et donc, je vous soutiens vraiment dans cette nécessité d'avoir une réflexion sur la formation. Je connais bien la répartition des compétences, donc vous avez quand même tout à champ par rapport aux demandeurs d'emploi, de former des hommes et des femmes à ces métiers-là, parce que ce sont des métiers qu'on doit revaloriser, ce sont des métiers dont on aura vraiment besoin demain, ça peut être des métiers d'émancipation sociale, donc je vous encourage tout à fait dans cette réflexion-là, et on suivra ça évidemment avec attention. Sur la question du social, Monsieur Marron, j'ai bien entendu qu'il y a un projet d'arrêté sur la campagne. Donc, une fois qu'il sera passé dans votre gouvernement, on sera très intéressé de savoir un peu ce qu'il y a dedans. Je suis sûre que vous avez consulté le secteur pour élaborer cette campagne. Je pense que c'est vraiment important sur notamment les messages à faire passer. Donc, de nouveau, on reviendra vers vous. Sur la question de, je regarde mes notes, oui, alors sur la question des violences intrafamiliales, des plannings, etc. J'ai pas bien compris, mais ça va vite et c'est vrai que c'est compliqué un peu dans ces conditions-là. Mais la réflexion évoquée par Madame Tract sur un nouveau modèle par rapport à l'accompagnement des IVG, ça j'ai pas bien saisi, mais je prendrai le temps de relire le PV. Éventuellement, je vous poserai une question écrite pour y voir plus clair. Et donc, je crois que je dois m'arrêter là. Encore une minute. Une minute. Alors, pour l'école, oui, Monsieur Vervos, c'était vraiment très, très compliqué de vous entendre parce que c'était haché. Donc, je vais bien lire le texte. Juste d'après ce que j'ai entendu, les chiffres sont quand même très en augmentation sur la reprise de l'école, notamment dans le spécialisé et notamment par rapport aussi, on l'a vu avec le transport scolaire. Donc, ça, c'est très positif. Je voulais rappeler qu'avec mon groupe, nous sommes très, très en faveur de cette reprise de l'école qui fait beaucoup de débats en ce moment. Donc, le débat est général, il se fait aussi à la région bruxelloise en COCOF. Et donc, c'est très bien que ces enfants puissent reprendre le chemin de l'école et notamment les enfants à besoins spécifiques dans l'enseignement spécialisé. Donc, on vous encourage complètement là-dedans.
Et alors, dernière chose sur la culture. Donc oui, j'ai entendu 1,2 million de fonds de soutien. J'attire votre attention aussi, Monsieur Vervoort, sur l'intérêt, l'importance de bien vérifier que ces fonds sont affectés vers des petits opérateurs, puisque ce sont eux, notamment dans l'aide à la création, dans tout ce qui en a le plus en difficulté. Je m'arrête. Merci. Merci, Madame Chabert. Je vais passer la parole à Monsieur Moussine. Monsieur Moussine? On commence par Monsieur Suarez alors, et peut-être que Moussine peut nous rejoindre après? Pas vraiment. Écoutez, je fais comme je peux, la technologie. J'ai sans doute le même matériel que Monsieur Vervoort. À mon avis. D'abord, je remercie les services qui nous ont déjà envoyé l'intervention de Monsieur Vervoort, donc qui ont été très efficaces. Je souhaitais les remercier. Je souhaitais rassurer mon ami du PTB qui, pour le jour d'après, a de grandes ambitions. Nous avons les mêmes ambitions et je peux lui dire qu'il peut être rassuré. Le néocapitalisme est un problème et partout où nous pourrons lutter contre, nous le ferons. Nous l'avons fait contre le productivisme. Nous avons gagné des victoires puisqu'un certain nombre de partis productivistes ont changé d'idéologie. Donc, c'est pas mauvais. Donc, on a l'espoir et on continuera. Mais aujourd'hui, notre volonté, c'est véritablement de suivre les mesures concrètes qui sont prises au quotidien pour les citoyens. Je souhaiterais simplement dire qu'au niveau des aidants proches, réellement, j'ai entendu les réponses, mais je dois avouer, par rapport aux gens qui tirent la sonnette d'alarme, par rapport aux détresses, je souhaiterais qu'il y ait une attention extrêmement particulière sur cette question-là. Il y a vraiment une très grande détresse. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit y être attentif. Concernant la prise en charge thérapeutique des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, logopèdes, etc., je n'ai pas eu de réponse et donc je reposerai la question la prochaine fois, mais je sais qu'il y a également là une grande détresse des parents. Et puis concernant le centre intermède, j'entends qu'on diminue de moitié la durée et qu'on passe à 6 places. Mais ma question c'est, est-ce qu'aujourd'hui il y a des listes d'attente? Véritablement par rapport à M. Vervoort, j'aimerais avoir une réponse. Est-ce qu'il y a une liste d'attente par rapport à intermède et combien de personnes sont en attente? Merci. Donc, il reste encore 1 minute peut-être pour M. Suarez. Oui, Madame la Présidente, merci. Je me concentrerai sur l'enseignement en disant que, comme ma collègue Madame Chabert, nous sommes des politiques qui travaillons pour l'intérêt général. On comprend très bien l'inquiétude des parents. C'est pour ça que des balises ont été mises au niveau de la non-obligation scolaire. J'estime que pour les enfants en décrochage scolaire ou en tout cas en risque sévère de décrochage scolaire, ce retour est important et donc nous devons aussi penser à elles et à eux. J'attire l'attention sur le fait qu'il faudrait quand même avoir un contact avec les enseignantes et enseignants qui, il y a déjà des menaces de grève qui circulent. Je crois qu'au-delà de ce que la ministre peut faire, les pouvoirs organisateurs aussi peuvent faire quelque chose en termes de dialogue avec les enseignantes et enseignants pour arriver à, disons, à apaiser la situation et à permettre un retour calme à l'école. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à M. Wolinski. Oui, merci Madame la Présidente. Deux choses. La première chose, donc, je suis étonné d'entendre M. Marron dire que le testing massif n'est ni réalisable ni utile, tout simplement parce que, bon, moi je ne suis pas spécialiste, mais c'est contredit par nombre de scientifiques en Belgique, en Europe, dans le monde, et par l'expérience réelle de nombreux pays. Et donc, je vais redire ce que je n'ai pas eu le temps de terminer tantôt, hein, donc ce que disait M. Emmanuel André dans le soir hier. Tester plus, c'est entrer dans une logique de prévention. Au plus on teste, au plus on prévient les infections futures. Et on a les moyens d'aller dans cette direction. Les stocks sont colossaux. Je me permets juste de vous dire, on va tester plus et on travaille évidemment avec Emmanuel André.
je veux dire, il préside le comité interfédéral testing tracing. Et donc, les protocoles de test et de tracing qui sont élaborés entre autres avec lui et avec les experts scientifiques. Moi, je ne suis pas un scientifique, vraiment. Et donc, on essaye de mettre en place des choses qui fonctionnent. Je me rends bien compte que c'est parfois un peu fastidieux et difficile à comprendre. Pour moi-même aussi, je ne vous le cache pas. Voilà. Maintenant, je l'ai dit aussi, on a décidé aujourd'hui d'élargir les protocoles de testing et de tester plus de personnes. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais donc voilà, je trouvais que c'était un peu contradictoire ce que vous disiez tantôt par rapport à cet aspect-là. Mais voilà, je vous encourage effectivement à tester plus, beaucoup plus. Et deux, donc on ne sait pas si on va connaître une seconde vague du virus, hein, on espère que non cet hiver. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la deuxième vague sociale économique, elle est là. Et donc, il y a certaines mesures qu'on disait impossibles avant la crise. Je pense par exemple, parce que c'est un domaine sur lequel j'ai travaillé, à la réquisition d'immeubles pour loger les sans-abri, et qui sont subitement devenus possibles en période de crise. Et donc, c'est à ça aussi que servent les crises. Et donc voilà, est-ce qu'on va prolonger, perpétuer certaines mesures de bon sens en termes d'action sociale? Comment aller vers une politique préventive structurelle au-delà de la politique des bouts de ficelle, hein, comme j'ai dit tantôt. Et alors enfin, je fixe rendez-vous à mon ami M. Moussine à la buvette du Parlement dès que possible pour lui expliquer pourquoi, si on ne va pas chercher l'argent où il se trouve, on ne va pas y arriver, pourquoi il faut que son parti soutienne une taxe des millionnaires. Voilà, merci à tous et au plaisir de vous retrouver en chair et en os. Merci. On va passer la parole à Madame Nagy. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais quand même souligner, parce que parfois, comment dire, on l'oublie, c'est que les pouvoirs publics sont là pour répondre au mieux à toute une série d'enjeux, des questions et de problèmes qui se posent. Et je trouve que donner ce message qu'il y a des réponses, qu'il y a une recherche de solutions est aussi important par ces périodes d'incertitude. Et c'est aussi le rôle de nous, politiques, de le faire savoir. Et donc, moi, je me réjouis, par exemple, d'apprendre qu'une recherche de solutions structurelles pour les 50 familles qui se trouvent dans l'hôtel pour les victimes de violences intrafamiliales va être recherchée et qu'on peut espérer qu'un logement sera trouvé pour elles dès que ça sera possible. Donc, moi, voilà, je trouve que la question de l'élargissement des tests pour venir en soutien aux structures d'accueil, c'est hyper important. Donc, je me réjouis que le ministre ait un peu changé son fusil d'épaule et aujourd'hui annonce qu'il y aura plus de tests. Je trouve ça effectivement très positif. Et voilà, je resterai sur ce point de vue-là pour que Nicole puisse réagir également. Oui, je pense que le collège réagira sans doute encore à différentes remarques ou questions. Madame Beaumélé? Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais remercier à tous les ministres qui ont bien répondu aux questions et je trouve que c'est vraiment respecter le travail des députés. J'ai eu des réponses à toutes mes questions. C'est vrai, c'est un exercice assez difficile de jouer à une question pour un champion en quelques instants. C'est assez stressant pour nous. Donc, je suis très heureuse de retrouver vite le Parlement parce que c'est vraiment stressant, je vous avoue, hein. Voilà, j'avais juste une petite remarque à faire parce que, bon, vous avez expliqué si bien comment vous avez mis à la disposition des homes qui résident dans les personnes âgées qui résident dans les homes ou bien à leur domicile. Vous avez mis à leur disposition des écoutes et tout ça, c'est magnifique. Mais malheureusement, on a l'impression que ça ne marche pas. Je me demandais si vous n'envisagerez pas pour un avenir proche de pouvoir changer le système. Vous avez expliqué par beaucoup de raisons systémiques que ça ne marche pas, mais ça serait, je pense, intéressant de réfléchir comment changer ça pour permettre à ces personnes qui sont en détresse de pouvoir quand même communiquer. Par exemple, être peut-être proactive, les appeler, comme a fait Bruxelles-Nord pour certaines victimes des violences conjugales, mais ça sera aussi, je ne suis pas spécialiste, hein, mais essayer de trouver des pistes par rapport à ça, pour voir comment aider ces personnes, qu'on peut peut-être travailler avec les psychiatres ou bien, je ne sais pas, trouver une piste pour aider ces personnes-là, parce qu'on voit que par les appels, ça ne marche pas. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et enfin, Monsieur de Beukelaar. Mais par rapport au handicap, merci pour vos réponses, hein, tout d'abord, les différents ministres. Sur le handicap, la fréquence, les chiffres sont en augmentation cette semaine. Je vous invite vraiment, c'est
Vervoort a avec insistance à garder ces chiffres à l'œil pour bien comprendre ce qui se joue et s'il y a des adaptations éventuelles à faire au niveau des règles. Parce que je pense qu'il est temps de revoir un peu les règles. Je ne parle pas d'assouplir, mais plutôt d'adapter les règles pour les centres, que ce soit aussi pour les visites, les sorties en famille, en petits groupes. De manière globale, la diversité des besoins et donc la nécessité de réponses différenciées est vraiment importante. Et je m'adresse aussi au ministre-président dans ce qu'il peut porter comme approche au Conseil national de sécurité. Et puis alors sur la culture, je vous avoue qu'on reste un peu sur notre faim, tant sur l'aspect de la liquidation des aides annoncées. Je crois que l'annonce a été faite il y a plus de 15 jours. Je sais qu'on vous en demande beaucoup et que la période est chargée, mais on aurait aimé comprendre un peu plus clairement quel métier et de quelle façon on allait décider qui allait pouvoir être aidé. Et puis sur les aspects de relance de ce secteur, vous renvoyez aussi vers la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais je pense qu'à Bruxelles, on a notre rôle à jouer. Et donc, je regrette de ne pas avoir entendu de pistes plus concrètes. Merci beaucoup. Et donc, je vais passer la parole à nouveau au collège. Peut-être d'abord Madame Trax, si vous avez une envie de répondre à certaines questions supplémentaires ou de réagir. Je n'ai rien à ajouter. Voilà, Monsieur Vervoort. Je me suis ouvert le micro tout seul. Et ça pour le il y a une tendance à interpréter on va le chiffre le plus rapidement possible pour les réponses. Merci beaucoup. Monsieur Marron. Rien à ajouter. Bien. Et Monsieur Claire-Failly. Non, rien à ajouter non plus. Indiquer à Madame Chabert quand même que, en tout cas, beaucoup de métiers dans le secteur médical au sens large, le soin aussi, sont des métiers dits en pénurie depuis fort longtemps, et donc que les conditions de travail sont un des grands enjeux pour rendre ces métiers plus attractifs et pour souhaiter qu'il y ait plus de candidats qui décident d'embrasser cette carrière. Mais il y a toujours des places en formation dans ce secteur. Voilà. Très bien. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir alors s'arrêter là. Vous dire que donc c'est très certainement la dernière fois qu'on faisait une séance d'information sous cette forme-là, que le bureau élargi va se prononcer sur la manière dont on va reprendre les travaux. Et donc, dans 15 jours, il y aura très certainement une séance plénière et vous aurez plus d'informations sur le contenu et la forme dans une semaine. Je vous souhaite d'ici là un bon week-end et que tout se passe bien pour vous tous et pour votre famille. À tout bientôt. Bon week-end, Madame la Présidente. Maya heeft 37, Sofian heeft 8. Meer hoeveel stickers hebben ze samen?